Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau d'Info 83. Alors, je cite, « La mer est un espace de liberté. Y perdre la rigueur, c'est perdre la liberté. » Alors, tels sont les mots empruntés à Victor Hugo, qu'a prononcé notre député de la première circonscription du Var, monsieur Yannick Chenevard, à l'occasion d'une allocution devant, j'allais dire, ses confrères de l'hémicycle et devant, mesdames et messieurs les ministres. Bienvenue sur notre plateau, Yannick Chenevard. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, je le rappelle encore une fois pour nos téléspectateurs, Yannick Chenevard, qui est le député de la première circonscription du Var. Ça regroupe, on peut dire, une grande partie de Toulon, en quelque sorte. Les trois quarts, voilà, de Toulon. Et a fortiori, monsieur Chenevard, vous l'avez déjà connu en tant qu'officier, j'allais dire. Excusez-moi, je devance un petit peu, mais en tant qu'élu local, puisque monsieur Chenevard a été premier adjoint à la ville de Toulon. Vous êtes toujours un élu municipal à la ville de Toulon et un élu métropolitain à Toulon-Provence-Méditerranée. Alors, pourquoi je rappelle justement la localité? Puisque vous allez le voir, chers téléspectateurs, son travail parlementaire est très ancré, pour le coup, sur Toulon, puisque nous avons la Marine nationale, et vous êtes, en qualité de député de la première circonscription, le rapporteur du budget marine à la commission Défense nationale et des Forces armées. Est-ce que c'est bien ça, monsieur Chenevard? Alors, est-ce que vous voudriez nous dire, ouais, on a travaillé, hein, vous avez vu? Ah oui, très très bien. Non, mais on est très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous voudriez nous dire quelques mots pour nos téléspectateurs vraiment néophytes, j'allais dire sur la loi de programmation militaire, qui, je pense, défraie la chronique en ce moment? Oui, bien entendu. D'abord parce que pour caler la stratégie et la direction dans laquelle nos armées doivent aller en fonction de la stratégie définie politiquement par le chef de l'État, il l'a rappelé d'ailleurs il n'y a pas longtemps à Toulon, il faut évidemment planifier et programmer. Planifier et programmer, c'est le cas de l'exécution de la loi de programmation actuelle, 2019-2025. Et votre serviteur en est d'ailleurs le rapporteur. Pour le budget marine, notamment. Votre serviteur est aujourd'hui le rapporteur de l'exécution de la loi de programmation militaire. C'est-à-dire qu'il y a eu le temps du budget marine et actuellement, votre serviteur travaille sur l'exécution de la loi de programmation militaire actuelle. Il faut de la méthode, parce que d'abord, cette loi de programmation militaire, ça a été une loi qui visait à réparer nos armées. 30 ans de déflation. 30 années pendant lesquelles tout le monde voulait toucher les dividendes de la paix. Vous savez, chute du mur, effondrement de l'URSS, et tout le monde disait à quoi ça sert de mobiliser beaucoup d'argent pour entretenir nos armées. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire à peu près à l'échelle planétaire, en dehors des États-Unis qui ont poursuivi leurs efforts, le monde européen a considéré qu'il n'y avait plus aucune raison de faire d'efforts. Et donc nous, Français, on a déflaté. C'est-à-dire à partir de la fin de la guerre froide, on peut dire. Oui, à partir de 1991-92, on la a chute de commencé à l'URSS. réduire de façon considérable nos budgets. On a tranché dans le vif sur nos effectifs, sur nos moyens. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que je parlais d'une loi de programmation militaire de réparation. Il y a un temps où, avant de retrouver un niveau opérationnel qui est le niveau de ce que doit être la 5e puissance du monde, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, il faut réparer. Donc nous sommes dans cette étape de réparation qui fait qu'à la fin de la LPM, loi de programmation militaire, on sera à 50 milliards. On a démarré à 32 milliards. Et c'est la première fois depuis 30 ans que personne ne touche le budget de la défense. C'est la première fois depuis 30 ans. C'est important de le souligner, ça, pour nos téléspectateurs. Donc, est-ce qu'on peut le dire, voilà, comme vous le disiez, en somme, à l'issue de la guerre froide, voilà la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique, finalement, l'aspect militaire, la défense nationale n'était plus une priorité en Europe, on peut le dire. Quelle erreur. Quelle erreur. Car la défense nationale, c'est d'abord la défense de ce que nous sommes. Tout à fait. La défense de nos valeurs. D'un modèle. C'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité, c'est bien. C'est même merveilleux. Mais si vous ne défendez pas la liberté, l'égalité, la fraternité, et si vous n'avez pas les moyens de défendre cela, vous disparaissez. Et donc, à un moment donné, la place que la République, que la nation, et donc que les citoyens doivent consacrer à la défense nationale et l'effort budgétaire pour assurer notre défense ne doit pas être marchandé. Pourtant, pendant 30 ans, c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque fois que Bercy avait besoin de récupérer de l'argent pour tel ou tel sujet, on faisait une entaille sur le budget de la défense. Et on piochait sur ce budget-là. Oui. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire que depuis 2017, il n'y a plus un euro qui a été happé par Bercy et qui était un euro affecté à la défense.
17-18, on est sur l'exécution de la précédente loi de programmation militaire. 19, on est sur la nouvelle. Cette année, on fait une marge de 3 milliards de plus. Alors justement, je vais rebondir sur votre propos. Je vais reprendre une expression que vous avez employée. Vous avez parlé d'effort constant. Donc ça, est-ce que vraiment cette nuance, en parlant d'effort, on peut imaginer un effort ponctuel, pourquoi un effort constant? Je crois que le meilleur exemple pour les téléspectateurs et les auditeurs, c'est quoi? C'est le sous-marin. Un sous-marin nucléaire, sa durée de vie, quand vous décidez sa construction, c'est 100 ans. 100. Un siècle. Les études, la construction, l'utilisation, on vient d'en désarmer un il y a quelques jours, l'utilisation et la déconstruction. 100 ans. Donc en réalité, vous n'êtes pas sur de la communication instantanée où vous dites j'ai décidé que nous allons faire ceci ou cela. C'est un peu comme la construction d'une centrale nucléaire. La construction d'une centrale nucléaire, ça ne se décide pas ex abrupto. Il faut avoir une visibilité, une stratégie. Le temps long. Oui. Et tous nos anciens, nos responsables politiques qui avaient décidé de la mise en place d'un programme électronucléaire en France, associé à l'hydroélectrique, c'était 70, 20 d'hydroélectrique et 10 avec quelques centrales à l'ancienne. C'était ça. Ont été visionnaires. Mais ils ont pris un certain nombre de décisions qui n'étaient pas forcément populaires sur le moment, mais qui ont permis d'assurer à la France son indépendance énergétique. Il faut recommencer. Et là, pour le coup, c'est exactement la même chose. Les questions de défense, elles ne sont pas forcément très populaires. Parce qu'en plus, quand on demande des efforts, et des efforts constants, oui. Eh bien, ce n'est pas toujours très populaire. Mais la réalité, c'est que pas de liberté, pas de capacité à s'indigner, à rouspéter, y compris même d'ailleurs à défiler dans la rue, ce qui est une liberté fondamentale. Absolument. Si vous n'existez plus en tant que nation. Donc il faut défendre ces éléments-là. Et donc la question justement de la défense nationale, comme vous le disiez, est prioritaire aujourd'hui. On peut le dire. Elle est au cœur de tout. Il suffit de regarder ce qui se passe en Europe. Et oui, parce que j'allais vous demander, effectivement, l'actualité s'y prête. Pacifique, ce qui se passe en Europe est la démonstration parfaite. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Un seul exemple. Si les Ukrainiens avaient refusé de se séparer de leur arsenal nucléaire, vous croyez que les Russes seraient rentrés en Ukraine? Jamais. Effectivement. Les Ukrainiens ont accepté au moment de la chute du mur de se séparer de leur arsenal nucléaire parce qu'ils avaient des garanties, et notamment des Russes. Ouais, c'est très paradoxal pour le coup. Donc voilà, à un moment donné, si vous voulez assurer votre indépendance et la défense de vos valeurs, il faut être en situation de le faire, y compris tout seul. Écoutez, j'en profite, vous m'avez fait toute la transition, monsieur le député, vous parliez de valeurs, et il y a une valeur que vous défendez, ou du moins il y a une institution qui représente beaucoup de valeurs, qui s'appelle la protection civile, et je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de parler de leur reconnaissance. Là, pour le coup, c'est un vrai travail parlementaire pour vous. Oui, d'abord parce que c'est un peu l'engagement d'une vie. Moi, j'y suis rentré à l'âge de 15 ans comme bénévole, j'en ai été le patron pour la France. Et aujourd'hui, dans ma mission de parlementaire, je considère que c'est mon devoir de faire en sorte que la nation reconnaisse l'engagement des bénévoles de sécurité civile au sens large du terme. Pourquoi? Aujourd'hui, la sécurité civile en France, elle est organisée autour de deux piliers. Deux piliers d'à peu près taille identique, 250 000, 250 000 hommes et femmes. Ça fait 500 000. C'est un modèle unique au monde. C'est un modèle français. Modèle français unique au monde, pas cher. Pourquoi? Vous avez le modèle sapeur-pompier dans le pilier des 240 000, 250 000, vous avez 40 000 professionnels, le solde en volontaire, et de l'autre côté, vous avez l'autre pilier, 250 000 bénévoles de sécurité civile, qui constituent cet ensemble-là de la sécurité civile. Donc globalement, oui, j'estime qu'il est de mon devoir, comme député, de faire en sorte que je puisse porter une proposition de loi visant à reconnaître le travail de ces bénévoles de la sécurité. Et est-ce qu'on peut souligner ou est-ce qu'on peut penser que ça crée finalement des émules? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la réserve aussi opérationnelle au sein des armées. Et finalement, on fait beaucoup le parallèle, comme vous disiez, avec les pompiers volontaires, avec la protection civile. Vous pensez que c'est un enjeu, c'est l'avenir justement, ces dispositifs-là de volontaires? D'abord, l'engagement au service de sa nation, c'est essentiel. Comment est-ce qu'on peut imaginer passer sa vie en étant seulement celui qui est dans la colonne crédit?
et pas dans la colonne débit. Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et dans cette notion de devoir, chacun peut le remplir ou les remplir à sa manière, mais vous pouvez aussi remplir vos devoirs en étant engagé comme bénévole à sécurité civile, en signant un contrat de réserve opérationnelle. J'ajoute d'ailleurs qu'aujourd'hui, on va avoir à peu près 40 000 militaires dans la réserve. L'objectif fixé par le ministre des Armées, c'est 100 000. Et donc, c'est plus d'un doublement de la réserve. Pourquoi? Parce qu'on a bien conscience qu'à un moment donné, il faut être en situation d'apporter à la fois sur le plan militaire et à la fois au titre de la défense civile. Bien sûr. Il suffit de regarder ce qui se passe en Ukraine. Quels sont les éléments qui assurent, pendant que les militaires sont au combat, qui assurent ce qu'on appelait pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, la défense passive. Ces notions d'organisation, de tenue de la ville. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse continuer à opérer des gens, continuer à amener de l'eau, de l'assainissement, des groupes électrogènes, à nourrir les gens alors qu'ils sont sous les bombes? C'est ça, c'est cette organisation-là qui, à un moment donné, nous permet d'être résilients. Bah écoutez, je pense que c'est sur ce maître mot, la résilience, qui est très cher à Boris Cyrulnik aussi, qui est une personnalité locale. Ah, dites-nous. La notion de résilience, elle vient des sous-marins. Et donc, la résilience, c'est avant tout la résilience d'une coque à s'adapter à la pression dans les fonds marins. Et donc, c'est comme ça que ce terme, en fait, est devenu un terme utilisé un concept, par exemple, bien sûr. Boris Cyrulnik. C'est quoi? C'est la capacité de ce métal à se contracter et à se dilater en fonction de la pression. Et bien, la résilience pour nos sociétés, c'est cette capacité à se contracter, à se dilater, à s'adapter à une situation. Eh ben écoutez, je pense qu'on va conclure sur cette très belle anecdote locale. Ça nous tient à cœur puisqu'on est le média Info 83 de l'actualité locale. Merci infiniment, Yannick Chenevard, d'avoir été parmi nous. Chers téléspectateurs, Monsieur Chenevard, on le rappelle, député de la première circonscription du Var, un élu municipal et métropolitain à Toulon. Encore merci d'avoir été parmi nous. Merci. Et bah, écoutez, je vous souhaite, j'en profite, de bonnes fêtes de fin d'année, même si je me doute que vous êtes toujours au travail. On va souhaiter un joyeux Noël et une excellente année à tous vos auditeurs. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup, merci à eux. Et bah écoutez, j'en profite encore une fois, vous remercier une dernière fois, une bonne année qui s'annonce. La priorité, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, la défense nationale. On se quitte là-dessus. Un grand merci à vous et à très bientôt sur Info 83.